Cal, on était en train de discuter donc des retours qu'on a eu. On a eu vraiment beaucoup de retours très positifs, certaines questions. Et toi, tu l'appelles le courrier des lecteurs. Donc, je te disais Ouais. que c'était un terme que j'avais pas entendu depuis longtemps, mais why not? Bon, déjà, déjà merci à toutes celles et tous ceux qui écoutent. C'est super sympa d'avoir des auditeurs et ben oui, toi et moi on fait ça beaucoup par plaisir, mais évidemment on tient à nos fans. Et puis il y a pas si longtemps que ça en fait, il y avait le courrier des lecteurs, c'était une réalité. On écrivait une lettre pour se plaindre ou pour mettre en exergue des points avec lesquels on n'était pas d'accord. Puis je trouve sympa de le faire. Ah bah exactement. Bon, là, c'est pas sous forme de courrier, hein, comme vous pouvez l'imaginer. C'est plus par WhatsApp ou je sais pas, toi, tu as reçu pas mal d'appels aussi. Ouais, Euh, par téléphone beaucoup. Par téléphone, par WhatsApp et bah, notamment sur le thème on avait couvert la semaine passée le thème des consultants McKinsey, euh, mais on pourrait citer Bain, Boston Consulting, etc. C'est pas spécialement sur McKinsey, mais le business de la consultance en général. Et c'est vrai que moi j'ai pris le parti d'avoir un propos très nuancé. En fait, je trouve un peu facile d'accuser une partie de l'écosystème de tous les maux de la terre. Et la personne qui me faisait ce retour était assez remontée parce qu'il me disait que McKinsey avait été mêlé à cette fameuse crise des opioïdes aux États-Unis. Hein. Donc, juste pour rappeler ce qui s'est passé, il y a l'oxycodone et d'autres molécules qui sont des médicaments qui sont prescrits par les médecins pour combattre la douleur, et puis que de nouveaux usages ont été autorisés pour ces médicaments, puis que ça a déclenché ce qu'on appelle maintenant la crise des opioïdes aux États-Unis, et que voilà que des firmes, des entreprises de consultants avaient été mêlées à la mise en place de cette stratégie. Puis, ce à quoi j'ai répondu, ok, c'est vrai, mais le fait est, c'est que quand une entreprise fait appel à des consultants, en général, elle leur donne une mission. Ça m'étonnerait beaucoup qu'en fait les consultants soient venus avec cette idée au départ. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont répondu à la demande du CEO, du CFO et du board. Donc souvent en fait les consultants ou les externes, on leur met la faute dessus. On dit que c'est eux qui sont les méchants, mais il faut quand même pas oublier qu'il y a des gens qui les payent et qui leur font des demandes. Donc ils sont en général très bons, ils sont en général ils travaillent beaucoup. Et je pense qu'il faut aussi s'interroger sur la manière dont fonctionnent les entreprises et puis ce que demandent les gens. Ils sont pas juste innocents. Puis l'autre précision peut-être que je pourrais apporter, donc la première, c'est que il y a toujours un conseil d'administration qui fait une demande ou un C-level. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, diriger une entreprise et faire en sorte qu'elle ne meure pas, c'est difficile. On peut donner quelques exemples qui sont hyper connus, mais Kodak, ils ont inventé la photo numérique, ils ont disparu. Je crois que la marque est toujours en vie, mais elle a que des brevets, ils font plus rien. Yahoo, c'était quand même le moteur de recherche sur Internet. Ben, ils n'ont pas disparu, la page existe toujours, j'ai contrôlé, mais disons, c'est devenu un acteur mineur alors qu'avant, il dominait de la tête et des épaules. Nokia, qui était le leader des smartphones avant que l'iPhone arrive, ils ont disparu aussi. Donc, si on veut, c'est une kyrielle d'exemples, on pourrait en citer 1000, mais ça montre simplement une chose, c'est qu'en fait, même une entreprise qui est extrêmement prospère, bardée de ressources humaines extraordinaires, de patentes, de brevets, de capacités d'innovation comme Nokia, ils sont pas à l'abri en fait de perdre leur business. Et je reviens à ça parce que je peux m'imaginer que pour les téléspectateurs qui n'ont pas participé à la direction d'une entreprise, ils se disent ah ouais, mais si tu diriges la Migros, c'est facile. Mais c'est pas vrai. Il faut avoir beaucoup de respect et pour les travailleurs et tous les employés et pour les gens qui les dirigent. Mais la vérité, ce que l'histoire nous montre, c'est que les entreprises, elles connaissent des vagues et puis qu'ensuite elles diminuent. Un autre exemple qu'on pourrait citer, c'est IBM. IBM, ils ont été les premiers à faire des ordinateurs. Ils étaient dans toute cette vague de la digitalisation. Alors, ils n'ont pas disparu, mais ça n'est plus le leader dans le monde de l'informatique que ça a eu été. Ils sont encore très bons, mais disons qu'ils ont été dépassés par des tas d'autres entreprises. Donc, le message, c'est que c'est pas si facile. Il faut pas, je voudrais pas que les gens imaginent
que les dirigeants d'entreprise, même les plus capés et les plus brillants, ils font exprès. C'est juste que c'est difficile. Et je te rejoins sur ce point, juste pour revenir sur McKinsey. Je Mhm. pense que ce qui revient souvent, enfin, de ce que je peux entendre, ce que je peux lire aussi, c'est souvent l'éthique, en fait. Ouais. C'est vrai que, comme tu dis, c'est des personnes super qualifiées, très, très smart aussi. Mhm. Mais des fois, on a l'impression qu'elles ont un peu euh, des méthodes un peu qui manquent d'éthique, notamment dans la restructuration ou dans le conseil au Mhm. gouvernement. Après, je comprends que, comme tu dis, tu as un agenda, un conseil d'administration qui va dire, bah, là, on veut faire ci, ça. Et puis, eux, ils Mhm. sont quand même aussi, enfin, c'est un cabinet de stratégie pour ceux qui connaissent pas forcément. C'est peut-être un monde un peu opaque. Et on les entend souvent dans les scandales parce que c'est des mandats. Il y a aucun mandat au-dessous de 20 ou 50 millions de dollars ou d'euros ou francs suisses. Et puis, Mhm. donc, ils sont actifs dans des choses qui ont quand même de l'importance. Et je pense que c'est pour ça que, enfin, on a eu des retours sur un peu notre commentaire un peu édulcoré, comme quoi on n'était pas assez, on n'était pas assez dur Ouais. sur McKinsey. Mais comme tu dis, tu as Bain, tu as Ouais, des autres. il y en a plein. Et puis l'autre chose, enfin, je veux dire, il faudrait qu'on en discute avec eux, mais l'autre chose que je pense que je tiendrai pour juste, c'est qu'en fait, ça dépend aussi à quel moment on les appelle. Une entreprise qui fait des profits pendant une décennie, si en fait elle extrait ses profits de l'entreprise, donc elle distribue des dividendes aux actionnaires, elle n'a pas fait travailler ses profits pour innover, se réinventer, capter des nouveaux marchés. Et si vous attendez 10 ans et puis qu'après 10 ans vous dites bon ben on a sorti tous les profits, maintenant il faudrait une nouvelle stratégie, puis que vous appelez un cabinet de consulting, c'est aussi parfois, je pense, un oreiller de paresse parce que ces gens dans les cabinets de consulting, si vous les appelez pour vous aider à mieux innover, ils le font avec plaisir. Hein. Vous voyez, si je veux, ce que je pense qu'il faut bien transmettre, c'est que l'idée que les consultants des grandes entreprises consulting, la seule chose qu'ils souhaitent, c'est virer des gens, elle est fausse. Je pense très sincèrement que personne n'aime faire ça. C'est impossible d'aimer ça, c'est dur, tout le monde le sait. Et ce qu'on vous dit pas dans l'histoire, c'est à quel moment on les a appelés. Et si on les a appelés trop tard, ben, il y a certaines fois pas d'autres solutions pour sauver l'entreprise. Mais c'est pas qu'ils viennent avec cette idée-là en tête forcément. Ils ont souvent des propositions qui sont intéressantes. Puis d'autre part, alors concernant les gouvernants, ça, on peut regretter peut-être que ce soit plus l'État qui engage ces gens, mais la vérité c'est que je pense que quand on leur confie une mission, puis que c'est un gouvernement qui leur confie la mission, c'est peut-être aussi qu'en fait ce qu'on leur demande de faire c'est vraiment difficile et c'est pas forcément stupide de payer des consultants pendant un temps pour résoudre une crise, résoudre un problème, essayer d'aider pour quelque chose, puis de pas engager 1000 fonctionnaires. Hein, on parle souvent du coût de l'État, mais je veux dire, voilà, à mon avis, on va aussi vers un monde qui est un peu plus fluide, un peu plus souple. Puis les ressources, elles se répartissent autrement. Donc, on pourrait regarder, on peut faire un suivi pour la semaine prochaine, puis regarder spécifiquement ce que ça voulait dire par rapport au gouvernement. Mais moi, je pense pas que l'explication un peu simple, simpliste ou simplette, qui consiste à dire que c'est juste euh, des compromis, etc., j'y crois assez peu. Je pense qu'en fait, même les gouvernements, et bah, de temps en temps, ils ont des problèmes difficiles à résoudre, ils ne savent pas trop comment faire, puis ils essayent de trouver des ressources qui sont qualifiées, disponibles tout de suite, et puis qui vont fournir des propositions et des solutions. Mais comme la vie est compliquée, ils ne peuvent pas toujours trouver des solutions miracles. Je te rejoins là-dessus. Tu parlais que justement, ils peuvent t'aider sur l'aspect aussi innovation. Et la discussion elle était partie justement comme quoi la Migros a quelques difficultés, puis ils ont fait appel Mmh. à McKinsey. Et une des premières nouvelles qui est sortie, c'est que la Migros a lancé un gobelet complètement recyclable. Ouais, ouais, ouais. Mais ça c'est de la com. Je veux dire, voilà, bon, c'est pas de chance. Hein. Ils ont peut-être pas, le timing est pas génial, mais c'est clair que si c'est le résultat, ça fait du souci. Mais encore une Non, je fois, pense hein, pas. C'est un peu une boutade. Mais ouais, ouais, où je voulais en venir les aussi, c'est pauvres. que je me suis penché un peu sur le cas de la Migros, puis justement, le fait que McKinsey intervienne, c'est suite au départ, hein, j'imagine pas exclusivement qu'à ça, mais suite au départ de l'ancien CEO Fabrice Mhm. Zumbrunnen, qui a été très bon dans tout ce qui est justement innovation, et innovation dans la santé, parce qu'il a consolidé la position
de Medbase. Ils ont lancé de nouvelles business units, encore une fois, dans la santé. Puis là, justement, ce qui est intéressant, c'est que donc, il est parti en mi-2023, début 2024, il me semble, et il a rejoint Avis Victoria SA. Donc, c'est une société de participation qui détient notamment Swiss Medical Network et toutes les cliniques privées type Genolier. Et je pense qu'ils ont gagné au change parce que de ce que j'ai vu de son boulot justement dans l'innovation, il a l'air d'être bon dans la création de nouvelles structures, de nouvelles ventures. Et je pense que ça va être intéressant de voir dans les années futures comment se développe justement Swiss Medical Network. Et récemment, ils ont lancé Genolier Innovation Hub. Donc, c'est un monstre investissement et j'ai l'impression qu'ils ont une belle équipe autour de ça. Et ce qui est cool, c'est que justement, c'est le privé qui fait de l'innovation. Souvent, on voit que ça va être plus au niveau étatique, les écoles polytechniques, etc. Mais là, d'avoir justement des privés qui se lancent entre guillemets, qui vont plus bosser dessus, je pense que ça va être intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors, ce qu'il y a, c'est que en fait, cet ancien dirigeant d'Amigro, en fait, il a une immense expérience qui est assez rare et donc précieuse pour diriger un business qui est absolument hallucinant en termes de taille. Faut voir la Migros, hein, le nombre de magasins qu'ils ont, d'employés, etc. C'est vraiment un truc difficile. Et c'est pas quelque chose qu'on apprend à faire comme ça en sortant des études. Donc, on ne sait pas le faire. Donc, il a une immense expérience. Puis, ce qui est possible, c'est qu'en fait, la médecine, elles doivent maintenant un petit peu se réorganiser. À mon avis, personne ne sait trop comment, parce que j'imagine que si on demandait aux téléspectateurs qui trouvent qu'il paye un peu cher pour son assurance maladie, tout le monde lève la main. Et puis, quand on dit aux gens, OK, alors si c'est un peu cher, comment on fait pour faire diminuer les coûts? Personne n'a vraiment de solution. C'est un système qui est hyper complexe, je veux dire, c'est vraiment pas simple de savoir ce qu'il conviendrait de faire. Il y a très régulièrement des tas d'initiatives. Et là, le fait que quelqu'un qui soit en fait un industriel, donc quelqu'un qui a dirigé des entreprises pour faire à grande échelle en sorte qu'une grande entreprise fonctionne, c'est assez intéressant en fait qui combine ce côté Innovation Hub à Genolier où en fait ils vont essayer d'amener des nouveautés, je sais pas exactement ce qu'ils vont faire, mais ils ont visiblement une équipe qui est brillante. Et le fait que lui, il ait ce regard industriel, ça peut en fait potentiellement ou possiblement amener au fait que grâce à Medbase, d'autres initiatives, j'ai vu qu'ils étaient aussi dans la dentisterie, peut-être en fait qu'ils arriveront à fournir un meilleur service pour un coût qui est un peu plus raisonnable. Ça, on peut pas le savoir maintenant, mais je pense que d'avoir des gens brillants qui savent comment faire fonctionner les choses à l'échelle, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Donc c'est assez intéressant. Alors maintenant, comme toujours, hein, il y a toujours la régulation dans la santé, il y a beaucoup de lois, il y a une grande inertie, il y a de grandes sommes qui sont en jeu, il y a les émotions qu'on peut avoir quand on est malade ou quand on a besoin du système de santé. Donc c'est quelque chose de compliqué, mais je trouve ça assez positif, ouais, c'est encourageant. C'est encourageant, puis on leur souhaite justement bon courage et puis bonne chance parce que je pense que voilà, on en a besoin. Sans transition, on va parler de Tesla. Donc, ils ont annoncé leur robot taxi aussi cette semaine. Ce qui est un peu plus décrié, ça tourne plus autour du fondateur de Tesla, donc Elon Musk. Mais par rapport à ce qu'ils font en termes de technologie, de business, d'avancée, c'est quand même assez fou. Hein. Je ne sais pas si tu as vu l'image du robot taxi, la vidéo Ouais, j'ai vu. Alors, peut-être pour les auditeurs, peut-être on peut juste resituer les choses rapidement. Donc, Elon Musk, c'est le fondateur et le propriétaire de enfin, partiellement propriétaire de toute une série d'entreprises. C'est vraiment l'entrepreneur qui a eu le plus de succès dans cette génération. C'est vraiment quelqu'un que je trouve qui a une vision qui est absolument incroyable et puis qui amène des résultats en fait qui sont ahurissants. On parle souvent de lui parce qu'il est maintenant impliqué en politique aux États-Unis, etc., etc. Mais si on met ça de côté et puis qu'on regarde ce qu'il a fait, il a quand même réussi à faire de Tesla une des sociétés qui fait des automobiles les plus respectées au monde, qui font des produits incroyables. Il a monté SpaceX où ils font des fusées et puis ils arrivent à les faire réatterrir pour en diminuer le coût et augmenter le nombre de lancements. Grâce à SpaceX, il a mis en place Starlink, qui est un réseau de télécommunications satellitaire qui permet en fait à tout un chacun d'avoir accès à Internet où qu'on soit.
dans un avion, sur un bateau, sur la mer, etc., dans des coins reculés. Il a aussi Neuralink, qui est une société qui essaie de développer une interface entre les ordinateurs et nous. L'idée étant que si les ordinateurs deviennent trop puissants, il faut qu'on puisse leur parler à plus grande vitesse. Alors, c'est comme ça, très visionnaire. Pour le moment, en fait, ils aident des gens à récupérer de handicap ou d'accidents. Et il a acheté Twitter, qu'il a rebaptisé X.com. Donc, il fait, je veux dire, c'est quand même, ce mec est hallucinant. Il a une vision incroyable, il arrive réellement à monter des business. Et ce qu'il y a de différent de beaucoup d'entrepreneurs de la Silicon Valley, c'est que justement, il est impliqué dans les voitures, les fusées. Il est vraiment dans le hardware et pas que dans le software. Et je pense que ça, c'est vraiment remarquable parce qu'en fait, il fait du hardware, ce qui est toujours beaucoup plus difficile que de faire que du software. Mais il fait du hardware, donc des choses réelles comme par exemple les voitures, et il les rend irrésistibles grâce à la qualité du software. Si on pense à Tesla, en fait, ce qui fait vraiment la valeur de cette société, c'est le fait qu'à terme, ils arriveront à faire en sorte que ces voitures se passent de conducteurs. Ils pensent, ça c'est ce qu'ils disent, hein, mais il semblerait si on veut pour expliquer, imaginons un conducteur qui avait conduit pendant 50 ans, il a fait un certain nombre de kilomètres. Si maintenant toutes ces Tesla filment leur parcours tous les jours et qu'on peut rassembler ces flux vidéo et apprendre de ça, ça veut dire que l'IA qui est derrière ce robot taxi, elle aura parcouru des centaines de millions de kilomètres. Donc, a priori, elle pourrait être plus sûre. Et ce qui est très intéressant avec Musk et Tesla, c'est qu'il fait des choses hardware dans le réel, mais qu'il les rend irrésistibles avec une couche software qui est vraiment excellente. Et ça ressemble en fait à la stratégie d'Apple qui a appliqué ça aux ordinateurs. Les Mac, ils marchent un peu mieux parce qu'ils ont un OS propriétaire, etc., etc. Donc, je pense que c'est vraiment un entrepreneur absolument, mais incroyable, qui est un des seuls qui agit dans le hardware et que si on met de côté toutes les histoires politiques, moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un qu'il faut observer de près. Alors, j'ai vu que le stock de Tesla avait baissé de 8% suite à l'annonce de robotaxi, parce qu'il semblerait que les gens sont un peu déçus. Bon, ça, c'est un peu l'écume des choses. Mais je pense que pour les entrepreneurs, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut observer. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent on parle de software et il y a même un dicton chez les investisseurs qui te disent if you can touch it, don't touch it, justement par rapport à tout ce qui est hardware parce que c'est très facile, enfin très facile, il y a ce risque d'être copié et tout. Et que généralement la marge brute elle est inférieure à un produit qui est software, mais justement là il est en train de redéfinir les limites de l'innovation et la manière dont on fait du business, notamment avec tout ce qui est IA où on voit que la valeur la proposition de valeur elle se fait plus justement dans la création d'une application qui devient super facile et tout, mais justement peut-être il y a ce retour au hardware, ou quelque chose de physique, quelque chose de plus concret qui est en train de se passer. Ouais, puis c'est surtout la combinaison des deux. Hein. C'est le fait que d'un côté, il fait du hardware, donc ses voitures qui roulent, etc., les pneus, des suspensions, des freins. Et puis d'un autre côté, ce qui rend cette voiture irrésistible, c'est que le software est fait par la même entité et puis que les deux mis ensemble, ça marche vraiment bien. Et là, le seul exemple que j'arrive à trouver de gens qui font ça, c'est Apple, justement. Les Mac, ils ont l'operating system, l'OS et le hardware. Et c'est vrai que l'avantage n'est pas gigantesque, mais ça marche quand même un peu mieux. C'est un peu plus agréable. Ça limite les problèmes, ça rend la chose plus facile à utiliser. Et je pense qu'il faut pas sous-estimer. Si on veut, on comprend bien en fait la complexité de la chose. Hein. Faire que du hardware, c'est une chose. Faire que du software, c'est une chose. Mais arriver à faire les deux pour délivrer plus de valeur, c'est vraiment une prouesse en fait, on peut dire. Puis en plus, il le fait dans l'espace, dans l'automobile. C'est absolument dingue. Et je pense qu'il faut vraiment, il faut vraiment bien l'observer parce que il a quand même, il réussit tellement bien qu'on est obligé de faire l'hypothèse qu'il a compris quelque chose que d'autres n'ont pas compris. Alors moi, j'ai pas le secret, je sais pas le dire, mais ce que j'observe, c'est quand même que ce qu'il arrive à accomplir, c'est absolument ahurissant. Il y a plusieurs analystes qui disent justement que la valeur, elle réside pas forcément, là on parle des Tesla, mais la valeur, elle réside pas forcément dans les voitures, mais c'est plutôt lié à la data, en fait, aux données
que les voitures vont capter, en fait. Je ne sais pas combien, une trentaine de caméras dessus. Donc, dès que tu vas rouler, ça va capter des informations sur la route, sur le trafic, sur les gens, etc. Et lié à Twitter, c'est là où tu vois, en fait, il est en train de construire son empire dans le cloud. Et ça me fait penser à un des concepts de cloud capital de l'ancien ministre de la Grèce, je ne sais plus comment il s'appelait, Yannick. Voilà, qui en parle très bien, justement, où il te dit, si tu fais la comparaison entre Volkswagen et puis Tesla, ça n'a rien à voir, justement, par rapport aux données. Donc, on voit qu'il a vraiment cette vision à long terme. Et encore une fois, il a réussi à disrupter une industrie d'une manière déconcertante. Et encore une fois, on voit qu'au niveau européen, on a de la peine, justement, à même maintenir un avantage concurrentiel sur le développement et la construction de voitures. Bon, je veux dire, il y a le fait de capter ces données, ça, ok, tout le monde pourrait le faire, on peut imaginer. Mais après, faut-il encore en faire quelque chose? Et puis, le grand truc de Tesla, c'est qu'en fait, il s'appuie quand même sur une vision qui est très forte. Ils ont pris la décision il y a quelques années d'utiliser uniquement les caméras pour faire cet autopilote, ce qui veut dire que l'autopilote, plus il y a de Tesla qui roulent, plus on a de vidéos de accidents, pas accidents, accidents évités, etc., etc., plus le système peut apprendre. C'est aussi pour ça qu'il construit certains des plus gros superordinateurs du monde de manière privée. C'est pour pouvoir entraîner cet autopilote, notamment, pas seulement, mais notamment. Et puis, ensuite, il faut pouvoir updater, transférer ce programme informatique dans toutes les voitures. Et ça, par rapport à des Volkswagen, bien sûr, il y a le concept de cloud capital que Varoufakis explique très bien, il a raison, mais c'est pas uniquement ça. C'est après le fait de pouvoir prendre ces informations ou ces modèles et puis de les rétrofiter dans toutes les voitures. Et il n'y a pas si longtemps, avant que Tesla arrive, etc., une mise à jour software, firmware d'une voiture, ça se faisait au garage, ça coûtait cher, etc., etc. Moi, je ne vais pas citer la marque, mais il y a quelques années, j'avais une voiture, c'était plus que 250 francs pour la mettre à jour. OK, donc on met une prise, une espèce de grosse prise, et puis ils vous mettent à jour le software. Maintenant, une Tesla, en fait, ça se fait la nuit sans que vous le sachiez. Et c'est compris dans le prix de la voiture. Donc, en fait, ils ont eu toute une stratégie qui permettait d'engranger ces vidéos, d'améliorer le modèle, puis ensuite de redonner ce modèle aux vieilles Tesla. Et ça veut dire que derrière ce cloud capital, ces superordinateurs et tous les flux vidéo, il y a une vision industrielle qui leur permet vraiment d'améliorer les choses. Et ça veut dire qu'ils y avaient pensé déjà il y a bien quelques années. Donc, c'est vraiment cette combinaison, cette union entre le software, la voiture elle-même, et puis les évolutions du logiciel et de l'autopilote. Et je crois que ce que les Européens ont du mal à faire, c'est de voir à quel point les technologies liées à l'IA, aux données, etc., elles évoluent vite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste faire une stratégie industrielle qui implique de fabriquer des voitures en se disant que la technologie, elle est là, puis c'est comme ça. Il faut anticiper sur ce que ça sera dans quelques années. Et ça a été le grand pari gagnant de Tesla. Mais attention, ils ont quand même failli faire faillite. Et il le raconte, Musk. Plusieurs fois. Il a essayé, il était prêt à vendre cette société pratiquement pour rien. Il était vraiment au bout du rouleau. SpaceX, c'était la même chose. Ils étaient à un atterrissage près manqué de passer sous le bio. Donc, bon, maintenant qu'il a réussi, on peut dire que c'était facile, il n'y a qu'un faucon, mais la vérité, c'est que c'était extrêmement difficile, qu'ils ne sont pas passés loin du coche, mais voilà, leur vision industrielle brillante et juste, en fait, elle paye. C'est brillant. Là, j'avais vu justement une vidéo où il expliquait ça et puis qu'à un moment donné, c'était démesuré, je sais pas pendant combien de semaines ou combien de mois il bossait, genre 20, 21, 21 heures par jour et tout. Et je pense, comme tu disais, ce qu'on fait mal en Europe, je pense que tu pourrais le mettre aussi par rapport à la vision et au mindset. Je pense qu'on manque un peu aussi d'ambition et généralement, tu vois, ces personnes, tu prennes lui Elon Musk ou d'autres grands industriels, typiquement, on pourrait parler de Jeff Bezos, où c'est vraiment des gars qui pensent sur du long terme. Donc, ils ont leur stratégie
qui évoluent très rapidement, comme tu disais, parce que la tech, elle bouge sans cesse. Mais vraiment, leur vision, moi, de ce que j'ai pu lire sur eux, écouter, c'est des mecs qui voient sur 10 ou 15 ans. Et ils se disent, qu'est-ce qui ne va pas évoluer dans 10 ou 15 ans? Et ils vont construire autour de ça, en fait, sur ces certitudes. Et puis, ça leur permet justement, on voit souvent cette citation, mais de créer le futur, en fait. C'est le meilleur moyen de prédire le futur, c'est de le créer. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. C'est ce qu'ils font. Amazon, c'est un bon exemple. Ils ont été créés en 94. Ils vendent des livres, quoi. Ils vendaient des livres. Au départ, ils vendaient des livres, mais ils ont commencé à exister en 94. C'est-à-dire faut, le crash du boom Internet, c'était dans les années 2000. Donc, 10 ans plus tard, ils ont survécu. Voilà. C'est pas devenu un géant comme ça en 5 minutes. Puis, je pense que l'autre truc par rapport aux US, c'est que nous, on a, en Europe, mais c'est parce qu'on est, on est des vieilles nations, mais on a très, très peur de faire faux. Alors, quand il y a une technologie qui est comme ça, très rapide, qui évolue très vite, de manière quasi géométrique, c'est clair que essayer d'éviter à tout prix les erreurs, c'est presque pire que d'essayer 3 trucs et puis, ma foi, il y en a 2 qui marchent pas, mais il y en a un qui fonctionne. Je pense qu'il y a ce côté-là aussi chez les Européens l'envie de faire juste, en fait, tout de suite, de savoir avant, etc. Les Américains sont plus pragmatiques et puis ils y vont, grande vision, boum, puis ça marche pas, ben voilà, et on recommence et on fait autre chose. Et je pense que dans les moments de changement, ben ils sont un peu meilleurs que nous. Ouais, c'est lié aussi aux capitaux. Je pense qu'on est assez frileux en Europe de capital risque. Et là, on le voit notamment qu'il y a énormément de boîtes qui sont en train de cramer des capitaux justement pour le développement de l'IA. Et on voit les Microsoft, etc., qui le font. Mais derrière, il n'y a pas forcément de profit. Et j'aimerais avoir ton point là-dessus, mais je pense que c'est là où des fois, on voit trop à court terme en Europe et certaines personnes où on veut un retour sur investissement genre en 2 ou 3 ans. Alors qu'on sait, si tu veux construire quelque chose de signifiant, il te faut une bonne dizaine d'années avant d'avoir ces retours. Et c'est pas parce que tu crames forcément beaucoup d'argent que c'est faux et que c'est pas la bonne chose à faire. Ce qu'il y a, c'est que si on reprend juste 2 secondes l'exemple d'Amazon, en fait, il y a Internet qui arrive. Alors, le truc évident, c'est que ça permet de réinventer la communication. Que tout d'un coup, on a des autoroutes de l'information, etc. Mais en fait, Amazon, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réinventé le commerce, qui est un truc vachement réel. Donc, maintenant, tout le monde s'est habitué. On va sur Internet, clic, on dit, ben voilà, je veux ça, boum, ça t'est livré le lendemain. Donc, cette révolution Internet, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle change la manière dont on transporte des biens et dont on fait du commerce. Ce qui est pas, peut-être c'est évident, mais je trouve pas que c'est si évident que ça, parce que c'est la révolution des bits, donc de l'information, qui fait la révolution de la manière dont on déplace les atomes, les paquets, etc., etc. Et c'est pour ça, je pense que les Américains sont un peu meilleurs, c'est qu'en fait, ils voient que ça va changer le monde, ils surinvestissent en sachant pertinemment que tous les paris vont pas être payants, mais en surinvestissant, ils arrivent à commercialiser. Ils arrivent à capter les changements de modèle d'affaires, etc., qui sont à l'œuvre. Et ben, il n'y a pas de miracle. En fait, pour pouvoir gagner, en fait, il faut être d'accord d'investir et puis de prendre un risque. Et c'est pour ça, j'y reviens. Je pense que c'est vraiment lié à la culture du risque. En fait, si on veut être sûr de faire juste, ben, c'est difficile d'être grands leaders avec des technologies qui changent si vite. Et d'ailleurs, on le voit bien. En Europe, ce qu'on fait, c'est qu'on légifère. On essaie d'être comme ça des bons élèves de manière préemptive avant qu'il se soit passé quoi que ce soit. Je pense que c'est un peu dommage, mais on se refait pas. C'est le trait des Américains. En fait, ils y vont, ils sont hyper bons commercialement et clairement, ils surinvestissent. Les sommes sont absolument colossales, mais moi, je me fais absolument aucun souci pour eux. Je pense qu'ils ont raison. Ils ont parfaitement raison de surinvestir parce qu'en fait, ça va changer des secteurs économiques entiers. Si on pense à l'IA, le tertiaire, donc les jobs où le langage est impliqué, etc., c'est presque un emploi sur 2 en Europe. Je veux dire que c'est un marché qui est absolument colossal. Donc, ils ont raison. J'aimerais rebondir sur ce que tu dis, parce que ça revient toujours, le fait qu'on légifère, que l'Europe, les États-Unis innovent, la Chine copie et l'Europe, on légifère, mais on le fait même mal. Tu vois, c'est ça qui est triste, parce que si tu regardes ces grosses boîtes, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Starbucks, etc., ils payent 0 impôt. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, on parle, on veut légiférer, on veut limiter l'IA, voilà, on est toujours là en train de réguler, mais même
le fait que ces grosses boîtes paient des impôts, elles ne le font pas. Donc, à un moment donné, comment vous allez réguler l'IA, quelque chose de super complexe et après, c'est vrai que derrière, tu entends, oui, on a fait un nouveau gobelet recyclable. Ouais. Tu vois Bon. ce que je veux dire? Ouais, je suis Bon. d'accord, mais À un moment donné, il faut quand même, je pense, avoir de l'ambition et puis il faut être sérieux, quoi. Parce que voilà, ouais. Starbucks, comme je l'ai dit, Nike, ces gars-là, ils payent pas d'impôts, donc je vois mal. Qu'est-ce que vous allez légiférer sur l'IA? Ça va être compliqué. Disons, c'est pas, moi je peux pas juger si ces législations elles sont pertinentes ou pas. Il y a certainement une bonne idée derrière. Mais le truc, c'est que en fait, il faut voir ça dans le temps. En fait, c'est une course pour prendre des positions. Et en fait, il faut pouvoir innover, pouvoir aller vite, pouvoir se tromper, pouvoir faire des essais, etc., etc. Et le fait qu'on puisse innover et qu'on puisse aller vite, ça attire les capitaux. C'est le fait la poule. C'est pas pour rien en fait qu'il y a moins d'investissement en Europe qu'aux États-Unis. Parce que si tu as une idée brillante, tu veux développer une start-up, si tu en as la possibilité, tu as presque intérêt à te relocaliser aux États-Unis. Tes chances de 100%. réussite, elles augmentent. 100%. Et bah voilà, c'est la vie. Donc, alors je discutais avec un ami qui me disait non, 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 cette régulation européenne, c'est sain parce que comme ça, les gens vont commencer par s'établir en Europe. Comme ce sera le marché plus difficile, une fois qu'ils auront réussi en Europe, ils pourront aller aux États-Unis. Mais je pense que c'est le contraire qui va se passer. En fait, les gens, ils cherchent, quand on est une petite entreprise, une start-up, un truc naissant, on essaye d'aller là où c'est le plus facile pour pas mourir. On revient à ce qu'on disait avant. Hein. C'est difficile pour une entreprise établie de survivre, mais pour une entreprise naissante, c'est aussi très difficile. Donc, en fait, je crois pas que les entrepreneurs, ils rêvent jour et nuit de se tirer dans le pied et de faire des choses difficiles d'abord. Ils essayent de trouver un chemin vers la survie, on pourrait presque dire, et que dans ce contexte, c'est pas un bon signal. Mais voilà, on peut pas y faire grand chose. Moi, je pense pas que ça sert à mort de commenter chez l'européenne. Voilà, elles sont mises en place. Je vois pas ce qu'on peut y faire, mais les entrepreneurs vont voter avec leurs pieds, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est un bon point que tu mets en évidence, justement, le fait que lancer, tu le disais par rapport à la Migros, lancer déjà, garder un business pérenne, c'est compliqué. En lancer un, je pense que c'est encore plus compliqué. Et le fait d'être dans le bon cluster, le bon écosystème, c'est super important. Ouais. Et on le voit notamment, voilà, nous on est basé en Suisse, c'est pas l'écosystème le plus innovant où tu as le plus de capitaux au monde. Et on voit avec nos voisins français aussi justement qui commencent à avoir des difficultés où tu avais Macron qui avait massivement investi dans la French Tech, justement avec soutien aux startups, et là qui est en train de retirer ses billes gentiment. Enfin, ses billes. Il y a moins de capitaux, il y a des lois qui sont en train de changer. Et tu te dis, justement, au niveau européen, ça va être de plus en plus compliqué de retenir les talents et d'avoir un peu des outsiders pour venir concurrencer ce qui se fait aux États-Unis. Ouais, puis alors, disons, je sais, je connais pas, je suis pas un grand spécialiste des aides qui sont distribuées en France, mais c'est vrai que ça a l'air de changer. Je note quand même il y a une initiative en fait en Occitanie où en fait ils rassemblent des grandes entreprises, des petites entreprises pour les aider à prendre le chemin de l'IA. C'est un site que je recommande aux auditeurs, ça s'appelle ActuIA, Actu comme actualité, ia.com. Et là, en fait, c'est une initiative sur 13 départements qui regroupe 300 entreprises, donc un truc tout à fait costaud. Alors peut-être qu'ils se sont dit, et ça, on disait avant, hein, il faut accepter de faire des choses, prendre des risques et puis changer si ça va pas. Moi, j'ai pas d'inside information là-dedans, mais si ça se trouve, ils ont essayé une forme de soutien à l'innovation qui prenait le chemin du crédit d'impôt pour l'innovation ou d'autres choses, d'accord, ou les jeunes entreprises innovantes. Bon, ils ont essayé. Peut-être que ça n'a. Encore une fois, je n'ai pas du tout de chiffres et de retours, mais ce qui change un tout petit peu de méthode, peut-être aussi, c'est qu'en fait, ils apprennent de ce qui s'est passé, puis qu'ils se disent, bon, dans cette phase où on est maintenant, en fait, il faudrait qu'on fasse autrement. Ça, c'est possible, qu'ils mettent des ressources ailleurs. Et puis, d'autre part, si on regarde en fait aux US, il n'y a pas tant de ces aides étatiques. Hein. C'est très européen en fait comme truc.
aux États-Unis, c'est même pas qu'il n'y a pas d'aide étatique, c'est un petit peu au contraire. Si tout d'un coup tu tombes malade, tu n'as pas une assurance maladie, c'est foutu. Donc le filet social, il est bien moins présent. Bon, bah, ça n'empêche pas les États-Unis d'attirer les meilleurs talents de la planète. Hein. Elon Musk, on en parlait avant, il est sud-africain. Hein. C'est pas. Donc moi, je Est-ce que tu mettrais. Ouais, vas-y. Est-ce que tu penses, et ça c'est une question qui revient vraiment sincèrement souvent, hein, c'est quand tu as justement ces acteurs privés qui développent pas, qui n'investissent pas justement dans l'innovation, dans les startups, eh ben, le gouvernement doit le faire. Mais le problème, c'est que quand le gouvernement euh, est dans l'innovation, ben, il y a quand même beaucoup de bureaucratie, beaucoup de retard, enfin, le gouvernement n'est pas forcément là pour soutenir l'innovation, hein, sauf par des outils fiscaux, etc. Mais au niveau des capitaux, c'est vrai qu'on voit que ça marche mieux quand ça vient du privé. Et on le voit Ouais. notamment, comme tu dis, avec les États-Unis. Alors, je dirais, c'est une question complexe parce que si on regarde les choses un peu avec distance, je ne sais pas exactement à quelle année ont été formées les écoles polytechniques en Suisse, mais ça doit avoir 100, 200 ans. Enfin, c'est un truc très ancien. Donc, les THZ, les PFL, il y a des gens visionnaires qui se sont dit, voilà, ça va contribuer à la prospérité du pays. Il a fallu quoi? 100 ans, 150 ans pour que ça paye. Alors, voilà, il faut avoir des ressources et une immense vision. Et je pense que l'État, en fait, ils sont extrêmement efficaces pour les choses qui se feront vraiment à long terme. Un autre exemple dont on pourrait parler, c'est Airbus, qui a un succès fantastique. Airbus, ben voilà, c'est le leader maintenant dans l'aviation commerciale pour les avions à réaction. Ça a été un projet fait par l'État, où il y a eu une volonté, le plan, hein, comme on dit en France, il y a eu une volonté industrielle de faire des choses. Mais même si Airbus, c'est une boîte très innovante, mais c'est incrémental. Les principes de l'aviation commerciale, ils ont pas changé depuis longtemps. Maintenant, ils utilisent de nouveaux matériaux, ils ont des moteurs un peu plus efficaces, mais ça a très peu changé. Et je pense que quand l'État essaye d'établir un géant industriel, là, ça aide. Airbus, ça a très bien fonctionné. Mais ma crainte, c'est qu'avec l'IA et la manière, il faut regarder le taux de changement, la vitesse à laquelle ça va. C'est très, très difficile pour l'État de décider quel pari il faut prendre. C'est pour ça que je trouve que l'initiative en fait qu'ils prennent en Occitanie, c'est peut-être en réaction à ça. Ils se rendent compte qu'en fait ça va super vite, que ce qu'ils essayaient de faire, ça marche peut-être pas bien. Alors peut-être qu'ils avaient plus de sous, je ne sais pas, mais peut-être qu'on peut leur faire l'amitié de croire que peut-être ils ont essayé une chose, puis que maintenant où ils pensent avoir une meilleure idée. C'est possible. Et je crois pas que les gouvernements ils se lèvent un matin en se disant bon, on va foirer, on va arrêter des aides qui fonctionnaient bien, puis on va mettre d'autres en place. Ça m'étonne. Donc moi, mon opinion, c'est que l'État est excellent quand il s'agit de faire respecter la règle de droit, de mettre en place des très grosses infrastructures sur le long terme, comme les écoles polytechniques en Suisse, c'est un exemple, mais des choses comme ça qui demandent en fait une endurance qui est absolument dingue. Et si on compare avec la Suisse, je pense que une des choses qui est bien en Suisse, c'est qu'en fait, comme on a cette cantonalité, donc il y a des cantons qui ont des universités, d'autres pas, il y a les HES, il y a tout ce qui concerne la formation duale et les CFC. C'est vraiment un tissu économique qui est hyper complexe et puis hyper riche. Et il n'est pas tellement contrôlé top-down. Ce serait d'ailleurs assez difficile à faire. Et ça, je pense que ça le préserve. Maintenant, la France, c'est clair que c'est un pays qui est beaucoup plus centralisé, où on a aussi l'amour de la bonne idée. Mais quand même, je prêche, je propose la patience. Ils ont supprimé des aides. Peut-être qu'en fait, ils ont eu une meilleure idée. Ouais, ou peut-être c'est dans un plan économique un peu plus austère, parce que une des jolies startups, tu peux nous en parler, Anthropic, justement, qui est basée à Paris et qui est dans l'IA, un des concurrents d'OpenAI. Peut-être c'est juste aussi une question de, OK, on a investi, on a fait ça, ça marche pas forcément, et on se reconcentre, on va dire, sur le core business de l'État, qui est plus justement moins dans l'innovation, et puis soutenir des plus grands groupes. Donc ça, comme tu le dis, on verra avec le temps. Et puis, est-ce que c'est une décision mûrement réfléchie, ou est-ce qu'on se dit, bah attends, les start-upers, les entrepreneurs, c'est bon, quand on a assez de données, il n'y a rien qui se produit, et puis on est sur une vision à très court terme.
Ouais, mais il y a des chouettes initiatives, hein. Par exemple, une société en France, Nabla, Nabla, .com, ils font un, un bot, une IA qui aide les médecins. C'est hyper bien fait. Et ils viennent de lever beaucoup d'argent. Ils ont comme conseiller Yann LeCun, donc le patron de l'IA pour Meta. Il y a il y a des gens vraiment mais incroyablement brillants dans cette entreprise. Et Nabla, c'est peut-être une des startups ou une des entreprises en fait qui va révolutionner la médecine. C'est vraiment intéressant. J'encourage tous ceux qui nous écoutent à aller regarder. Nabla.com, Nabla, c'est vraiment, vraiment cool. Comme quoi, il y a un peu d'espoir. Mais je note quand même que Nabla, ils ont leur siège à Paris, mais ils ont une antenne aux États-Unis. Alors, Nabla, moi, je trouve vraiment que c'est une initiative qui est super intéressante. En fait, il propose une espèce de petit chatbot qui écoute la conversation entre le médecin et le patient, puis il aide c'est une espèce d'aide au diagnostic avec des gens, mais hyper forts dedans, des anciens de Meta, Facebook, etc., des gens qui comprennent vraiment bien ce qu'ils font. Ça a l'air super efficace, super apprécié. Ça permet aux médecins de gagner du temps. Je discutais avec une amie médecin ce week-end. Elle m'a dit, c'est évident que grâce à l'IA, on fera de meilleurs diagnostics. On sait que c'est déjà utilisé en radiologie. Euh, pour moi, c'est clair et net, ça va forcément aider. Les IA, elles peuvent avoir accès à toute une série de données qu'un humain ne peut pas digérer parce qu'il y en a trop. Donc, c'est sûr que ça va énormément aider. Et là, ben, c'est une initiative qui est née en France, comme quoi il y a de l'espoir parce que la médecine, c'est quand même un gros domaine économique. Et puis, il y a pas que l'économie et le succès des startups, c'est aussi que si on digitalise en fait un domaine, les prix baissent et la performance augmente et plus de gens peuvent y avoir accès. Si on réfléchit en fait, je ne sais pas, à quelque chose comme les vidéo calls, le fait qu'on puisse aujourd'hui enregistrer cette émission, etc., puis la diffuser. Si on avait dû faire ça il y a 30 ans, il aurait fallu un studio d'enregistrement, un caméraman, etc. Alors, on aurait peut-être mieux fait, mais disons, c'était les coûts de production de la télévision, ils étaient absolument énormes, ce qui limitait en fait le nombre de gens qui pouvaient s'exprimer. Et puis maintenant, sans prétendre que c'est forcément un bienfait, la production de contenu, en fait, elle a un coût marginal nul. Et ça permet de faire plus. Et je pense il en ira de même pour la médecine, en fait. Si on arrive à digitaliser la médecine, ce sera plus de meilleure médecine pour plus de gens. Qui semble être une vraie bonne idée. Ça enlève la friction dans le système. Donc, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'accélérer parce que c'est, à mon avis, pas seulement le moyen de faire baisser les coûts, mais d'améliorer la qualité et de distribuer ça à tout le monde. Et puis, c'est aussi justement, enfin, l'IA ressort souvent maintenant dans toute une discussion, peu importe la verticale. J'ai pu lire un article justement qui disait que depuis le 1er janvier 2024 à maintenant octobre 2024, tu as 130 000 employés qui ont été licenciés dans le monde, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme. Et c'est que tu vois justement par rapport à ces boîtes où j'imagine que tu en as soit qui se sont fait disrupter par tout ce qui est OpenAI et d'autres, et tu en as d'autres aussi qui doivent, j'imagine, utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle et qui vont soit disparaître, soit qui vont remplacer leur staff. Et c'est peut-être aussi une des raisons pourquoi tu as ces changements de cap au niveau gouvernementaux par rapport à ça. Ouais. Donc c'est énorme, possible. 130 000 dans la tech, 130 000 personnes licenciées dans la tech sur 10 mois. Oui et non, il faudrait savoir combien ils en ont engagé. Et puis, je pense que c'est toujours délicat ce genre de choses parce que souvent les grandes entreprises, en fait, elles profitent d'avoir une excuse pour. Si on regarde, par exemple, pendant la période du Covid, le nombre de gens qu'ils ont engagés, c'était totalement ahurissant. Et puis forcément que quand on grandit à des rythmes pareils, en fait, on fait des erreurs et puis qu'après, il faut assainir. Donc, moi, je suis pas sûr que c'est le signe de grand chose. Souvent, et les entreprises se copient, elles voient qu'un tel licencie, donc bon, bah, c'est bien, on va le faire maintenant, parce que comme ça, on sera moins visible, c'est un peu plus discret. Et puis, je pense qu'un des grands drivers de ces licenciements, c'est quand même ce qu'on abordait là il y a quelques temps par rapport au chiffre d'affaires généré par employé.
En fait, si la productivité réelle des collaborateurs, elle augmente, toutes les entreprises, elles se disent, bon, ok, on va un peu moins innover et puis on va augmenter notre profitabilité. C'est comme ça. Mais souvent, il s'agit un peu de mode et puis on en profite pour en fait faire quelque chose au moment qui nous arrange parce que c'est un petit peu plus discret. Je pense pas qu'il faut surinterpréter. Je pense quand même que l'IA maintenant, ça permet et pas seulement, mais disons, l'IA comme technologie qui vient au-dessus d'Internet, du web, du téléphone mobile, ça permet de réinventer des tas de secteurs économiques. On en parlait avant, en fait, les quelques entreprises, si c'est Nabla et qu'elle est à Paris, tant mieux, mais les quelques entreprises qui vont digitaliser la santé puis faire qu'il y ait une meilleure santé pour plus de monde, c'est un projet qui est quand même assez génial et ils vont très très bien s'en sortir et ils auront beaucoup d'employés, ça va générer beaucoup de richesses, mais simplement ça se déplace. Si on veut avant Amazon.com, d'avoir une boutique en ville, c'était super bien et c'était safe. Et puis après Amazon, il y a des choses qui sont moins faciles. Donc en fait, cette création destructrice, elle fait que il y a des emplois qui disparaissent et d'autres qui arrivent. Une des choses qu'on observe aussi, c'est que la taille des nouvelles entreprises créées, en fait, elle diminue. Si on écoute ce que disent les venture capitalistes aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent les fonds de seed ou pré-seed, donc tout au départ des entreprises. Tu as moins d'objets maintenant dans le software parce qu'en fait, à quelques personnes en quelques semaines, on peut faire des choses ou des prototypes absolument incroyables grâce à l'IA. Donc en fait, c'est pas que une mauvaise nouvelle. Hein. C'est toutes ces ressources qui étaient mises pour, je sais pas, 2 millions d'investis pour faire un prototype pendant 2 ans. Si maintenant on peut faire la même chose en 2 semaines, ça va simplement accélérer le cycle et puis permettre des investissements qui seront mieux calibrés et plus opportuns. Ça permet au capital d'aller à des endroits qui sont plus favorables. Donc, moi, je pense pas que c'est quelque chose d'inquiétant. C'est simplement le signe que les conditions économiques, elles sont en train de changer, elles s'accélèrent. D'ailleurs, on en parlait aussi avec ces aspects géopolitiques où en fait la Chine demande à ses entreprises de plus utiliser certains chips européens ou américains. Ça va simplement générer de l'innovation en Asie parce que l'Occident a décidé qu'on voulait plus leur vendre ces chips. Voilà, c'est simplement les conditions, les règles du jeu qui changent et les entreprises qui s'adaptent. Et justement, par rapport à ça, tu parlais des chips. Est-ce que tu penses il y a des signaux faibles justement où maintenant ces grandes puissances économiques, elles veulent tout développer elles-mêmes, elles ne veulent plus être dépendantes des autres pour garder leurs secrets industriels, etc. Ouais. Je sais pas trop parce que ça a commencé en fait quand ils ont interdit la vente des appareils de ASML en fait en Asie. Donc ASML c'est l'entreprise. Quand vous faites des chips, en fait, il faut les designer, il faut les penser. Ok, ça c'est une chose. Après, il faut les fabriquer. Des entreprises comme TSMC à Taïwan qui le font ou Intel. Et puis après, le step d'avant, c'est d'acheter des machines pour pouvoir fabriquer l'usine qui va fabriquer ces chips. Et la grande entreprise leader là-dedans, c'est ASML, ils sont en Hollande, je crois. Et en fait, ils ont plus le droit en fait de faire des deals avec l'Asie. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée pour une raison assez simple, c'est que ce que ça va faire, parce que ça date d'il y a quelques années, c'est que ça a simplement stimulé l'innovation en Asie. Ils vont se dire, OK, vous voulez pas qu'on fasse du commerce et qu'on achète vos machines, on va en faire d'autres nous-mêmes. Et je crois pas une seule seconde qu'ils vont pas y arriver. Ça leur prendra quelques années. Peut-être que ça les ralentit un temps. Mais à mon avis, cette transformation vers un monde qui est beaucoup plus multipolaire, je suis pas très enthousiaste à l'idée en fait qu'on se retire comme ça dans des petites baronnies. Si on prend l'exemple de la Suisse ou même de la France, on n'a pas de mine de fer, on n'a pas de mine de charbon, on n'a pas de mine d'uranium. Il y a des tas de choses qu'on n'a pas. Donc, si on doit se mettre à vivre sans échanges commerciaux, on aura bien du mal à conserver notre prospérité. Je ne pense pas du tout qu'un pays comme que l'Europe ou que la Suisse ait un intérêt quelconque à vivre dans un monde où les échanges économiques ils sont limités comme ça. C'est vraiment pas une bonne idée. Et finalement,
quand on est codépendant en fait d'une autre région économique, on a tendance à moins faire la guerre. Si tout d'un coup les gens peuvent comme ça librement être indépendants, ça m'a pas l'air d'être de très bon augure, mais on comprend très bien ce qui se trame entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis voient la Chine comme leur grand rival, donc en fait ils essayent de les ralentir avec l'IA. Bon, euh, il y a quand même des entreprises comme Samsung, ils ont TSMC est à Taïwan, donc en Chine. Je veux dire, il faudrait pas les sous-estimer. Et je pense que là, ça leur a donné ça les a aiguillonnés pour qu'ils se disent bon, ben si vous voulez nous vendre votre techno, on va s'y mettre. On verra s'ils y arrivent ou pas. Mais moi, je parierais pas sur le cliché que la Chine ne sait que copier. Je pense pas que ce soit vrai. C'était peut-être vrai il y a 20 ou 30 ans, mais c'est plus le cas. Et ils vont, à mon avis, ils vont absolument être capables d'innover. On a simplement accéléré ce changement. Et ouais, je trouve pas que c'est un très très bon signal qu'on envoie. Et c'est là où justement tu vois par rapport à ça que l'IA c'est pas juste un buzz, hein, parce que ça a été classifié justement par le DoD, le département de la défense aux États-Unis comme offset, ce qu'ils appellent un peu compensation stratégique. Et avant ça, tu avais les armes nucléaires qui avaient été, après la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui a été classifié offset. Tu avais les armes nucléaires, tu avais tout ce qui était armes de précision et furtivité. Et puis maintenant, ils ont classifié l'IA comme levier technologique critique pour dominer les conflits futurs. Donc c'est là où justement, je pense que il va plus forcément y avoir d'échanges tant dans le privé, tant au niveau public, lié à cette technologie. Donc c'est un peu flippant parce que avec tous les conflits que tu vois, ce qui se passe autour du monde, et que là vraiment maintenant, d'un point de vue stratégique et technologique, économique, il y a des choses qui se passent comme ça. Donc je sais pas ce que tu en penses. Enfin, tu t'as exprimé, mais par rapport à ces faits de cette classification, tu dis bah l'IA, ça va être, on n'est plus en train de se dire si c'est bien ou c'est pas bien, c'est que ça va rester et que c'est un point central pour les gouvernements. Ah oui, c'est sûr. Puis il y a des applications militaires absolument dingues. Il y a tout le rapport en fait à la vérité des news. Il y a tout le rapport au contrôle. En fait, à l'époque où on avait des organes de presse, donc des presses qui imprimaient du papier, c'était relativement facile à contrôler. C'était top-down. Un réseau, tu peux pas le contrôler. Par rapport à l'IA, à mon avis, c'est un vœu pieux de croire qu'on va pouvoir le contrôler. Peut-être que ces mesures par rapport au chip, ça va aider, mais il y a aussi des désavantages. Une des choses qu'on sait, par exemple, c'est qu'en fait, pour faire de la bonne recherche, en fait, il faut que les chercheurs ils puissent circuler, aller d'un pays à l'autre, discuter avec tout le monde, etc. Puis que de les mettre comme ça dans des petits bacs à sable, c'est pas forcément efficace. Je suis pas sûr que l'Europe et les États-Unis profitent beaucoup de se couper de la Chine. Quand on aurait de la Chine, de l'Afrique, du Middle East, etc. Je trouve le monde plus rigolo quand on peut se déplacer, quand on peut échanger, quand on peut faire thèse, antithèse, synthèse. Ce qui manque peut-être aujourd'hui, c'est on a oublié que la troisième partie, de faire une synthèse, mais on a besoin de s'affronter. Et à mon avis, on est un peu en train d'essayer de trouver des trucs et astuces pour s'adapter à ce monde multipolaire. En fait, il n'y a plus une grande puissance qui est dominante, c'est un peu en train de changer. L'IA, c'est un des thèmes, mais il y en a des tas d'autres. Hein. Je veux dire, c'est un des grands leviers technologiques qui va faire évoluer les entreprises, la société, etc., etc. Bon, il faut essayer de diminuer les, les choses négatives, mais moi, je travaille avec beaucoup d'entreprises. Une des choses que les entreprises maintenant elles font avec l'IA, c'est qu'elles arrivent à augmenter leur efficacité puis à augmenter les profits. Et en général, les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise, ils aiment ça. C'est quelque chose qui est apprécié. Donc, ça les aide. Euh, euh, voilà. Donc, il faut pas minimiser le danger de l'IA, mais il faut pas l'exagérer. Peut-être juste une chose. J'ai vu qu'il y avait eu cette Doomsday Clock for AI qui avait été lancée, hein, où on a c'était combien de temps avant minuit, minuit étant le moment où plus rien ne va et le grand malheur se déroule. Il y a Jeffrey Hinton qui vient de gagner le prix Nobel avec l'IA, qui met vraiment en garde contre les dangers de l'IA. Il a certainement raison. Et je crois qu'on est à 24 minutes avant minuit avec l'IA. Alors, je rappelle que, alors c'est préoccupant, il faut s'en occuper, c'est bien. Mais si maintenant, on regarde ce qui a été fait en 47, le Atomic Doomsday Clock, qui essaye d'évaluer le risque
d'un conflit nucléaire, on est 90 secondes avant minuit. Donc bon, je dis pas qu'il faut pas se préoccuper des dangers qui sont liés à l'IA. Bien sûr, on peut faire plusieurs choses en même temps, mais on n'a jamais été aussi près depuis 47 enfin, les risques de conflit nucléaire, ils sont vraiment pas négligeables. Et puis, ça a des conséquences qui sont quand même assez directes, assez immédiates pour la survie de l'humanité. Ça m'a l'air aussi d'être un problème dont il faudrait parler et se préoccuper. Donc, oui, l'IA, ça peut présenter un certain nombre de dangers, mais ça a aussi beaucoup d'avantages. Il faut y aller avec une certaine prudence, mais contrairement à un risque nucléaire qui, à mon avis, n'a que très peu d'avantages, parce que moi, je n'en vois pas. C'est ennuyeux pour tout le monde. Je veux dire, après une conflagration nucléaire, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ouais, c'est quand même con, hein, on n'aurait pas dû. C'est sûr. Il n'y a personne qui va se dire, ouais, quand même, bien joué les mecs, c'était top. Ce serait vraiment un désastre. Et pour les conflits atomiques, on est à 90 secondes de 1 minute et demie de minuit. Donc, on est à la fois plus proche et, à mon avis, c'est plus grave. Je suis d'accord avec toi. Pour finir sur une note un peu plus légère, donc tu parlais de la Chine, on voit que pas mal de groupes dans le luxe qui collaborent avec la Chine, enfin qui vendent leurs produits en Chine et qui ont des clients chinois, ont un peu de plomb dans l'aile, notamment LVMH. On voit que le groupe justement a des difficultés, mais qui est en train de se diversifier. Et je trouvais ce case study assez intéressant parce que tu as tout le développement, LVMH, via son actionnaire propriétaire, est en train de penser à racheter un club de foot, donc le Paris FC. Et derrière, tu as Red Bull qui a engagé Jürgen Klopp. Donc, pour tous ceux qui le connaissent, c'était l'ancien entraîneur de Liverpool et qui va s'occuper justement de la direction du développement je crois, des 7 ou 8 clubs que Red Bull a. Et on voit que justement, dans une idée de diversification d'actifs, le sport et notamment le foot marche assez bien. Et je trouve super intéressant parce que voilà, Red Bull le fait super bien. Ils ont un club aux États-Unis, en Autriche, en Allemagne, un peu partout. Et ça vient vraiment s'imbriquer avec leur corporate stratégie et leurs objectifs de développement où on voit qu'ils sont plus uniquement dans la boisson énergisante, mais maintenant ils sont dans le sport. Et ça, c'est un super fit avec leur branding et marketing. D'ailleurs, pour boucler avec ce qu'on disait au début, hein, on disait, ben voilà, diriger une entreprise, avoir la bonne stratégie, c'est pas si facile, mais on parle aussi peu des gens qui réussissent. Puis de Red Bull, voilà, une boisson énergisante avec un goût un peu bizarre. Je veux dire, ils en ont fait une marque, mais c'est un truc complètement ahurissant. C'est vraiment un succès, enfin, un succès, oui. Du point de vue entrepreneurial et mercantile, c'est un succès de dingue. Ils ont une marque de dingue. Et je trouve hyper intéressant, déjà, si on regarde le rôle que Jürgen Klopp, qui est un entraîneur fantastique, prend, ça devient un méta-entraîneur, en fait. Ou un super, je sais pas comment faut l'appeler, un super entraîneur. Il est un étage au-dessus. Jusqu'à maintenant, les clubs, c'était, ben voilà, tu avais un club, un entraîneur, un recruteur, ils faisaient leur truc, ils essayaient de gagner la Champions League. Et là, tout d'un coup, il y a une marque, Red Bull, qui est à fond sur les sensations. Ils font des courses d'avion, toute une série de choses absolument dingues. Ils ont en général beaucoup de succès. Et Jürgen Klopp, qui est quand même un des tout grands entraîneurs actuels, il prend cette position méta où en fait, il aura plusieurs clubs. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le sport où c'est plus juste un club, mais c'est un ensemble de clubs dans un ensemble de territoires avec un ensemble de joueurs. Ça, je trouve assez intéressant. Et probablement que le projet, il est chouette, sinon il y serait pas allé. Je veux dire, quand tu as fait la carrière de Jürgen Klopp, tu pars pas pour un projet qui est pas super intéressant. Et puis, je trouve aussi intéressant de lier ça à LVMH, parce qu'LVMH, ok, peut-être que maintenant, c'est une période qui est un tout petit peu moins florissante, mais c'est quand même une immense réussite. Je veux dire, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Je veux dire, on peut que être admiratif. Du point de vue industriel, c'est absolument incroyable. La vision, les paris qu'ils ont pris, ça aurait pu ne pas fonctionner du tout. Ça a été une réussite fantastique, donc ils vont très bien se remettre. Mais le fait qu'ils rentrent dans le sport, ça montre aussi que LVMH, leur grand truc, c'est quand même les marques mondiales que tout le monde reconnaît, que tout le monde apprécie.
Et je pense que le sport, surtout le foot, c'est un peu en train de se transformer dans un business de marque. Je sais plus combien valait un post Instagram de Ronaldo, mais c'était des sommes mais absolument folles. Parce que il y a les grands joueurs de foot, c'est des gens qui sont reconnus partout sur la planète, peut-être les seules marques universelles. Et si on regarde LVMH, en fait, ils ont plein de marques qui sont très universelles. Louis Vuitton, je sais pas quel est le taux auquel les gens reconnaissent cette marque, mais ça doit être élevé. Hein. Et là, je me dis, ben tiens, peut-être en fait, ils placent un pari en partie pour le fun, mais en partie parce que ça leur permettra de développer des joueurs, des marques dans plusieurs clubs. C'est intéressant. Je pense que c'est habile de leur part. Et puis d'avoir aussi un club dans la capitale. Donc le Bien Paris sûr. FC, c'est quelque chose où tu vas tout de suite essayer de concurrencer le Paris Saint-Germain qui est détenu Ben ouais. justement par les Qataris. Et ce que je trouve super intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on est à l'ère du personal branding et tu le vois avec tous ces footballeurs, les Mbappé, Cristiano Ronaldo, etc., où c'est vraiment des égéries de marque. Où donc, tu n'as plus forcément besoin de mannequins, mais maintenant, tu vas avoir des athlètes, tu vas avoir vraiment des gens qu'on a l'habitude de voir à la télé. C'est peut-être aussi une nouvelle direction. Enfin, c'est déjà bien installé, mais c'est peut-être là où le marketing est en train de changer, où tu peux plus simplement faire une pub avec quelqu'un que tu connais pas, mais tu as vraiment besoin d'avoir ces gros, on va dire, influenceurs qui sont super connus pour te différencier, quoi. Et peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que les joueurs mondialement connus dans le foot, ce sont eux qui vont faire et défaire les marques. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, en fait, on payait un joueur pour qu'il dise ah ben voilà, je bois telle boisson, j'utilise telle raquette de tennis, je mets telle chaussure. Mais peut-être que l'avenir des marques, à mon avis, les marques, elles sont en train de baisser en importance. C'est le reach qui compte. Et ce qui va se passer, c'est que il va pas. Si ça se trouve, ce sont en fait les grands joueurs qui vont faire les marques parce qu'ils auront un tel accès au public et une telle capacité à influencer qu'il suffit qu'un joueur dise, bah, comme on disait Mbappé qui investit dans cette société allemande qui fait de l'électronique, on verra si ça marche, mais ça dépend pas que de lui, bien sûr, mais c'est pas complètement fou d'imaginer qu'en fait, qu'un joueur de foot qui puisse comme ça faire émerger une marque sur la scène mondiale. Et ça leur donne un levier qui est complètement ahurissant. Et dans ce contexte, c'est hyper intéressant pour une boîte comme LVMH d'investir dans le sport, parce que surtout avec Red Bull, parce que eux, ils ont quand même un savoir-faire pour générer du fun et le faire. Et du coup, s'ils y arrivent, c'est aussi un moyen en fait de faire émerger des marques, de renforcer des marques existantes. Moi, je trouve ça vachement. Je parierais pas contre LVMH. Je les trouve beaucoup trop malins et ils ont fait tellement de choses brillantes. Euh, je pense que là, ils ont une bonne idée et ben voilà, tant mieux si ça permet de développer le sport. C'est chouette. Et puis, ça fera des jolis mercatos à Paris, quoi. Hein. Ouais, donc je pense que c'est quelque chose à suivre, mais ça peut être une tendance. Ça peut Ouais. être une tendance avec Red Bull en tant que pionnier. On verra comment Bernard Arnault va le faire. Et comme tu dis, il y a une des choses intéressantes où tu as de plus en plus de marques qui essaient de se positionner dans le luxe. Et des fois, ça marche, ça marche pas, mais qui sont en train de se transformer un peu en commodité. Et c'est là que, comme tu le dis, avec les Mbappé ou des LeBron James au basket, etc., où eux, ils peuvent justement avoir ce coup d'accélérateur et ce booster. Et tu le vois, je crois, cette semaine ou la semaine passée, Cristiano Ronaldo a lancé sa chaîne YouTube. Et Ok. il a cassé un record où il a eu, je crois, 20 millions d'abonnés en Ouais. une journée. Donc, C'est une dinguerie. ouais. C'est vraiment une dinguerie. Et c'est pour ça que je disais avant, c'est pas impossible qu'en fait ces personnes ou ces personnalités, euh, elles deviennent plus puissantes que des marques établies. Tu vois, donc pour LVMH, le fait de se positionner à l'endroit où en fait ils émergent, c'est pas une mauvaise idée. Ou alors peut-être que l'idée c'est de faire émerger le club Paris FC comme étant une marque. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a quand même une transformation et puis que dans un monde fragmenté, en fait, le sport, ça reste bientôt un petit peu le seul truc où on peut tous commenter la décision de l'arbitre ou le geste technique d'un tel. Ça rassemble toujours les gens. Donc, c'est Michel Serres qui disait qu'il aimait beaucoup le football parce que c'était l'alternative au conflit.
Parce que voilà, on se Excellent. dispute pour savoir si le ballon il est rentré ou pas. Ce qui est mieux en fait que de se disputer pour de vrai. Et puis c'est pour ça, moi, plus de sport, toujours bien. Ça va mettre des moyens de dingue dans ce club de Paris FC, et puis ça leur permettra, j'espère, de progresser rapidement. Et puis avec Klopp, qui est quand même le méta-entraîneur, il a changé d'échelle comme ça, c'est assez cool. Et maintenant, peut-être que les très bons entraîneurs, ils auront 3 ou 4 clubs à disposition. C'est quand même rigolo. Tu sais, c'est intéressant et c'est aussi un peu flippant. Tu vois, tu te dis où maintenant faire du business, ça devient encore très, très compliqué, quoi. Avec toutes les technologies, tous les changements, les capitaux qu'il te faut. Et Mhm. tu parlais de magasins de chaussures à un moment donné, enfin de magasins physiques. Et tu te Ouais. disais, bah là, ton concurrent, c'est celui qui est au coin de la rue, au coin Mhm. de la rue. Et maintenant, enfin, c'est incroyable. La complexité maintenant pour garder sa compétitivité, lancer de nouveaux produits. Enfin, t'imagines qu'une marque de boissons énergisantes, elle Ouais. doive enfin, gérer des clubs de foot pour garder sa prospérité et pour croître. Qui l'aurait cru, Ouais. quoi. Enfin, tu vois, tu pars d'une canette et au final, maintenant, tu es en train d'embaucher Jürgen Klopp, quoi. Ouais, ouais, c'est dingo. Et en fait, moi, alors, je suis pas du tout inquiet parce que ce qui se passe, c'est que mon sentiment, c'est qu'en fait, les baronnies s'écroulent. Il faut être en mouvement, en fait. Le rythme s'accélère. Je pense qu'il y a, ça va bouleverser plein de domaines économiques. C'est une bonne nouvelle pour les nouveaux entrants. C'est certainement une beaucoup moins bonne nouvelle pour les mastodontes, parce que probablement que la forme des entreprises ou le nombre de gens dont on aura besoin, ça va aller diminuant. C'est beaucoup plus dur de restructurer une très grosse entreprise que de la faire naître. Donc, c'est bien, il y a des places à prendre et puis l'espace est dynamique. Mais c'est clair qu'on va lire plein de news dans les journaux. Je dis, oh, ça va du monde, il y a tout qui change, tatati, tatata. Bah oui, mais ça ne veut pas dire qu'on va aboutir à quelque chose de moins bien. Ça veut dire que les choses changent. C'est pas une mauvaise nouvelle. Mais le degré, enfin, le niveau de sophistication, enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire? Quand tu je- rentres, ouais, mais je suis partiellement d'accord parce que c'est vrai que les règles du jeu changent. C'est comme si on passait du foot au basket. Avant, c'était que avec les pieds, puis maintenant, tout d'un coup, c'est les mains. Tu vois, les règles changent, les fondamentaux changent. Mais si on réfléchit à quelqu'un qui voudrait innover dans le software, est-ce que c'est plus difficile maintenant ou plus facile? Beaucoup plus facile. beaucoup plus facile. Ouais. Beaucoup plus facile. Quelqu'un qui aurait un software qui a quelques années et puis qui veut le passer sous des nouvelles plateformes, beaucoup plus facile. Mais d'un autre côté, il y a aussi de nouveaux entrants. Donc en fait, c'est beaucoup plus concurrentiel. Si on réfléchit, peut-être pour prendre un autre exemple, je reviens sur Nabla avec leur médecin IA. Euh, quand tu es une clinique, quand tu es un hôpital, quand tu es un médecin installé, c'est clair que ça te remet en question, ça gratte, ça pique. C'est pas forcément très agréable. Mais si tu es radiologue, tu dois lire des radios, puis qu'en fait l'IA peut te donner une aide pour préciser ton diagnostic, pas louper quelque chose, entourer en rouge quelque chose qui est un peu suspect parce que ça va regarder plusieurs radios qui ont été faites sur les années. Je veux dire, les médecins vont être super enthousiastes à cette idée de pouvoir fournir un meilleur travail. Ça va pas changer que ce sont quand même des humains qui vont nous soigner. Ça change rien. C'est simplement que le dans la chaîne de valeur, il y a des choses qui seront soutenues ou faites entièrement par la machine qui sont en train de changer. Alors, tout le monde est un peu mal à l'aise parce que la vraie vérité, c'est que personne n'aime l'innovation parce que quand ça change, on a peur. Voilà. Mais évidemment, le discours ambiant, c'est oui, oui, l'innovation, c'est génial, mais c'est pas vrai. Les entreprises, elles ont horreur de changer. Euh, c'est pas, en général, disons, c'est pas pour rien qu'en fait l'innovation c'est un business, et qu'en fait c'est difficile et que en général les gens n'en veulent pas, mais à la fin ça permet quand même de faire les choses mieux. On en parlait avec Genolier, ils sont quand même courageux, enfin, ou Swiss Medical Networks, ils y vont, ils font un centre d'innovation, ils essaient. C'est-à-dire, c'est pas pour rien qu'ils mettent des moyens pour le faire. Ils engagent cet ancien CEO de la Migros pour essayer de les aider, etc. Ben voilà, si c'était simple, tout le monde le ferait. Mais souvent, quand les entreprises ou les gens, les individus, les gouvernements innovent, en fait, c'est pour essayer d'aller vers un mieux. Et il faut pas trop se préoccuper des jérémiades dans l'entre-deux. Il faut regarder là où ça nous mène et puis regarder ça avec espoir. Mais pour tous les jeunes entrepreneurs, le message, c'est qu'il y a des places à prendre. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut y aller. Pascal, je te remercie. Je pense que c'est un beau mot de clôture.
Donc, lancer un business, c'est dur. Le garder, c'est dur. Mais il y a des opportunités. Il faut être ambitieux et puis avoir le courage d'entreprendre. Que ça soit à l'interne d'une grosse structure ou au sein d'une startup. Je te remercie. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, Ciao, ciao. Younes.